Donc les réseaux de façon générale, c'est quelque chose à la mode en ce moment. J'ai eu envie de réfléchir un petit peu à la définition d'un réseau. Donc ça vient du latin retis, ça veut dire filet. Alors je trouvais que ça faisait un peu se retrouver pris au piège, donc ça me plaisait pas trop. Donc on va garder la définition du Larousse, ce sera un peu plus sympa. Donc c'est un ensemble formé de lignes qui communiquent et s'entrecroisent. Une organisation dont les membres travaillent en liaison les uns avec les autres. Donc d'emblée, on voit que la communication, la liaison sont des choses qui constituent le réseau. Mais pourquoi un réseau ? Pourquoi faire ? L'essence même des réseaux adolescents qui existent, c'est l'adolescent en lui-même. Et c'est un ensemble de professionnels qui viennent d'institutions différentes, qui ont des métiers différents, des histoires personnelles différentes, qui vont travailler pour une question commune. Donc à cette question-là, il y a beaucoup de réponses possibles. Mais on sait très bien qu'un adolescent, quand il entend des discours très différents, qui parfois se contredisent, ça creuse l'écart avec le jeune, on peut le perdre, on peut avoir du mal à travailler avec lui. Et donc, on gagnera forcément à travailler ensemble pour faire un travail en cohérence, ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'on ait un travail complètement... qu'on fasse exactement la même chose et de façon uniforme, puisque chaque particularité apportera dans la prise en charge de l'adolescent, mais le travail en cohérence paraît important. Et ça va sécuriser le jeune dans sa prise en charge, d'entendre des discours qui se suivent et se comprennent. Les institutions sont des murs que le jeune, par définition, va avoir envie de franchir, par nature surtout, et on gagnera forcément à se décloisonner et à assouplir le cadre, tout en gardant un pour toujours les accompagner en sécurité. L'adolescent bouscule les adultes, les parents, les professionnels, parce qu'ils communiquent différemment, parce qu'il nous remet en cause, et il nous pousse à nous adapter et à nous métamorphoser. Et je crois que les réseaux sont finalement comme un processus adolescent, une métamorphose des institutions. Ça nous confronte au groupe, ça nous oblige à apprendre à communiquer. On est dans une relation où on a un souhait d'autonomie dans notre prise en charge tout en ayant besoin des autres pour mieux travailler. Et finalement, réussir à travailler en réseau, c'est devenir un peu adulte et c'est montrer un exemple aussi à nos jeunes. Donc pour moi, un réseau, c'est se connaître pour s'entraider et c'est se respecter dans son individualité. Travailler en réseau, c'est aussi prendre le temps, parce qu'on est tous tout le temps pressés. On est dans une société où tout va très vite et finalement, on ne prend pas le temps de se poser et de prendre du recul, de sortir la tête du guidon, d'échanger, de s'enrichir des expériences de chacun. Et je trouve que c'est aussi un exemple qu'on peut montrer aux jeunes, de prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de grandir ensemble. Voilà, donc les réseaux ont tout leur sens, en tout cas pour les adolescents. Et du coup, chaque personne qui est ici va pouvoir témoigner de ce que c'est monter un réseau, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on fait réseau pour faire réseau, ça se travaille, ça se réfléchit. Donc, on va vous le présenter. Alors, il y a plusieurs réseaux qui existaient déjà sur le nord des Yvelines. Bien sûr, il y a des choses qui sont faites avant qu'on arrive, c'est évident. Notre mission, c'est d'accompagner les réseaux, donc de participer à ceux qui existent et d'accompagner ceux qui ne sont pas mis en place. Donc, il y a le réseau Ado du Mantois, qui est, je pense, le plus ancien, qui est porté par IPT Opélia, et on est membre de ce réseau, évidemment. Il y a le réseau Iris à HR, qui est porté par le pôle prévention de la ville, le réseau Ado Poissy, qui est animé par le lieu Écoute Jeunes de Poissy, avec l'appui technique et administratif de la MDA depuis janvier 2015, le réseau Ado de Saint-Germain, qui est tout nouveau, dont on vous parlera, et il y a un projet qui est en train de se concrétiser pour le réseau Ado de Meulan-les-Mureaux. Et on n'oublie pas Méandres de la Seine et Conflans, où on va aussi proposer des choses. On s'est rendu compte en accompagnant les mises en place de réseaux, l'importance de l'implication des mairies et des communautés d'agglomération pour la mise en place. Alors, un des aspects à développer quand on met en place un réseau, c'est réfléchir à comment garantir un secret professionnel partagé. Et donc, Mme Mercier va nous présenter son réseau et notamment la création d'une charte. Donc, c'est le réseau Iris AHR. Bonjour, donc je suis Véronique Mercier, responsable du service prévention générale et médiation sociale de la ville d'Achères et coordinatrice du réseau Iris. Iris veut dire instance de réflexion d'insertion sociale. C'est un dispositif partenarial autour des 16-25 ans. Alors, pourquoi avons-nous créé ce réseau ? Pour répondre à la problématique d'insertion des jeunes
qui était l'une des orientations du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance signé avec l'État, pour développer un maillage et un partenariat solide autour du public 16-25 ans, et pour prendre le relais de la réussite éducative dont le public est de 2 à 16 ans. Alors, avec qui ? Alors, nous avons des intervenants à Achères et des intervenants de la ville d'Achères. Alors, les intervenants sur la commune, nous avons la psychologue du point accueil Écoute Jeune, l'association de prévention spécialisée APSI, le centre médico-psychologique, le centre médico-psychologique infantile, la mission locale, l'aide sociale à l'enfance et une assistante sociale du secteur d'action sociale, les services de la justice, le service pénitentiaire insertion et probation pour les adultes, la protection judiciaire de la jeunesse pour les mineurs et l'infirmière du lycée Louise Weiss. En interne à la mairie, nous avons un responsable de la structure jeunesse Bateau Vivre 15-25 ans, le service logement, la réussite éducative et moi en tant que prévention. Alors, comment avons-nous fait ? Nous avons travaillé pendant 1 an, fait des réunions partenariales institutionnelles pour définir les modalités de coopération, les objectifs et surtout la garantie absolue de confidentialité. Alors, nous avons fait 2 choses. Nous avons établi une convention entre les institutions que je n'ai pas mis en annexe parce qu'elle reprend les grands principes évidents, mais je soulignerai simplement son article 5 qui est essentiel, qui concerne la confidentialité, où il est précisé que les informations communiquées par les membres de l'équipe seront encadrées par une charte de confidentialité signée par l'ensemble des participants. Et surtout, les participants à l'équipe ne seront pas tenus de communiquer des informations de quelque ordre qu'elles soient s'ils ne les jugent pas utiles ou si leur divulgation est en contradiction avec leurs obligations légales. C'est très important. Et nous avons établi donc une charte de confidentialité entre les membres participants. Nous y reviendrons un tout petit peu plus loin, je l'ai mis en annexe. Alors, le fonctionnement d'Iris. L'équipe se réunit 1 fois par mois sur une séance de 2 à 3 heures. Elle vise à réfléchir de façon commune aux problématiques multiples des jeunes en apportant un regard mutualisé et un appui technique au groupe en fonction de ses connaissances. Elle est force de proposition. Iris peut également mutualiser des moyens, organiser des actions communes. Un sous-groupe, le comité technique, prévoit des actions collectives, des chantiers jeunes et porte un regard sur l'ensemble de la ville. Alors, qui peut solliciter le réseau ? Tout acteur intervenant au profit d'un jeune Acherois de 16 à 25 ans ou de sa famille, un jeune ou sa famille ou un partenaire extérieur. Comment ? En me sollicitant ou en sollicitant un autre membre du groupe. Il peut par ailleurs se faire inviter à un comité pour exposer une situation. Alors, pour vous donner un petit exemple du travail d'une année, une moyenne de 40 à 50 jeunes sont suivis de façon individuelle et autant de jeunes sont suivis de façon collective avec des chantiers. Nous organisons des chantiers jeunes. Je vous ai donné quelques exemples. Débarrassage de caves avec un bailleur, montage et démontage de la base de loisirs temporaire, nettoyage de forêt, remise en peinture de mobilier scolaire, voilà, ce genre de chantier. Les jeunes ne reçoivent pas d'argent, mais un défraiement, c'est-à-dire une contre-marque d'une valeur de 250 €, utilisable pour une participation à permis de conduire, BAFA, inscription à un club de sport ou à un séjour encadré s'il est mineur. Il s'agit vraiment on est dans une logique d'insertion et pas de loisir. Alors, Iris existe depuis maintenant 7 ans. Alors, ce qui est très positif, le groupe a développé un réel partenariat en interne et en externe. Il n'existe pas d'autres instances pluridisciplinaires sur cette tranche d'âge à Achères. Les points de vue proviennent de professionnels de cultures différentes. Certains sont spécialisés dans le comportement, d'autres dans la législation, d'autres dans l'éducation, etc., évidemment.
Et surtout, une confiance absolue s'est instaurée dans le groupe. Ça veut dire qu'on n'attend pas forcément de se réunir en comité. On peut se téléphoner, c'est le cas assez souvent sur des situations d'urgence et on peut discuter de problèmes et trouver des solutions beaucoup plus rapidement qu'avant. Les petits points négatifs. L'instance s'essouffle un peu du fait que ses membres ont des liens fluides et n'ont plus besoin d'attendre les comités mensuels. Et la conjoncture financière ne nous permet plus de prévoir autant de chantiers. Alors, si vous voulez, je vais vous donner en quelques mots de la charte de fonctionnement. Alors, charte de fonctionnement et de confidentialité de l'équipe pluridisciplinaire de soutien d'Iris sur la ville d'Achères. Alors, en préambule, on ne va peut-être pas tout relire. Le préambule reprend un petit peu ce que je viens d'exposer. On rappelle la composition d'équipe pluridisciplinaire. Elle réunit des membres d'institutions impliqués dans le suivi des jeunes. Les compétences des membres sont complémentaires et visent à apporter une réponse plurielle et individualisée aux problèmes que peuvent rencontrer des jeunes achérois de 16 à 25 ans. Elle est composée donc de la psychologue du point Écoute Jeune, d'un membre du CMP rattaché à l'hôpital de Poissy, secteur 5, un travailleur social du réseau de l'action sociale d'Achères, un référent SPIP, le chef d'équipe du club de prévention spécialisé APSI, la responsable du secteur logement, un référent de l'espace jeune, le bateau Vivre, une psychologue du CMPI, un conseiller de la mission locale et moi. S'il est souhaitable de rester en groupe restreint à long terme pour garantir l'efficacité du dispositif, les référents et cadres dirigeants locaux des institutions concernées pourront assister les techniciens pour apporter leur expertise et accompagner la conduite des premières réunions. S'il est important que les personnes s'engagent, c'est pour précisément continuer de garantir la confidentialité à partir du moment où le groupe se fait confiance. Un rôle de coordination. L'équipe permettra à ses membres de mieux connaître les autres structures intervenant autour des mêmes publics, leurs modalités de fonctionnement et les coopérations possibles. Chaque membre aura donc ainsi un rôle de relais d'information auprès de sa structure de rattachement en termes d'information générale sur les autres partenaires. Iris sera un interlocuteur privilégié du coordinateur communal de prévention et des éducateurs spécialisés de la ville. Alors, ensuite, ce que signe le participant tient en 5 articles. Article 1. Alors, je crois que tout est basé là-dessus et ça a été très très long. Donc, le résumé, c'est donc le partage d'informations. Le partage d'informations. Alors déjà, on doit avoir normalement l'accord préalable du jeune ou de son parent pour évoquer sa situation. Article 2, on ne partage que des informations utiles et non pas l'ensemble de la situation. L'article 3, le compte-rendu dont j'ai déjà parlé. L'article 4, il n'est pas rendu de compte-rendu des situations évoquées. Et l'article 5, un référent est chargé de remettre aux jeunes les éléments de réflexion et ou propositions émises par le groupe. Le signataire s'engage à respecter cette charte, tel un principe directeur, fondateur et garantissant une mobilisation des moyens la plus efficace possible et respectueuse des personnes. Merci beaucoup. Voilà. S'il y a des questions, on verra à la fin. Donc, dans la création des réseaux, il y a aussi des questions. Comment maintenir une dynamique de groupe au sein d'un réseau, ce qui n'est pas non plus évident. Donc, Marthe Yonne va nous présenter des actions proposées par le réseau Mantois. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Marthe Yonne, la directrice de l'association IPT Opélia. Et donc là, je vais vous présenter un des axes d'intervention de notre réseau, qui est bien se connaître pour mieux travailler ensemble. Donc, ce réseau, il est né il y a plus de 10 ans. Il est né de 2 constats. Le premier, c'était que les professionnels du secteur, quel que soit leur champ d'intervention, nous disaient qu'ils rencontraient des difficultés pour mener à bien leur mission
lorsqu'ils avaient dans leur file active des jeunes en situation de mal-être ou en situation de souffrance psychique. Donc ça, c'était le premier constat. Autre constat, c'était qu'on était sur le territoire du Mantois, donc un territoire qui est dense, riche, dynamique, avec de nombreuses structures, mais cette force pouvait également constituer une limite, puisqu'on avait un peu du mal on manquait un peu de lisibilité, de visibilité, savoir qui faisait quoi, où, quand et comment. Et donc, à partir de ces constats, un groupe de professionnels issus du territoire de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Limay et toutes les communes qui sont autour se sont mobilisés et fédérés autour de la question de l'accompagnement et la prise en charge du mal-être des jeunes, et plus particulièrement des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. Donc ces professionnels, ils sont sensiblement les mêmes que pour le réseau IRIS. On retrouve le CMP, le centre médico-psychologique, le centre médico-psychologique infantile, la mission locale, le foyer de jeunes travailleurs, le XAPA, centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, les services jeunesse, la prévention spécialisée, le centre de planification familiale, le secteur d'action sociale, enfin l'ensemble des acteurs centraux pour l'accompagnement et la prise en charge des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. Les objectifs visés par ce réseau, c'était de renforcer les collaborations, d'une part, et surtout d'assurer une continuité dans l'accompagnement des jeunes. Donc les deux objectifs affichés sont d'améliorer l'orientation et l'accompagnement des jeunes et d'apporter un soutien aux professionnels. Donc aujourd'hui, on sait que le travail en réseau, c'est vraiment une pratique incontournable parce que seul face à une situation complexe, c'est compliqué, c'est difficile, et dans l'accompagnement d'un jeune, à un moment donné, on sera amené, voire obligé, de faire appel à quelqu'un. Donc l'intérêt des actions développées dans le cadre de notre réseau, c'est vraiment de permettre aux professionnels de se connaître, d'identifier, de savoir de manière précise ce qui est fait, comment c'est fait et où c'est fait. Donc ça signifie identifier les missions, identifier les pratiques, les ressources de chacun, de chacune des structures, de chacun des organismes, mais également leurs limites, ce qu'ils ne font pas. L'idée étant d'avoir une meilleure articulation des professionnels autour d'une situation, autour d'un jeune, de pouvoir collaborer autour de cette situation et d'enrichir les professionnels, parce qu'on n'est pas uniquement sur le versant de l'identification. L'idée, c'est également d'apporter, d'enrichir, de nourrir les professionnels de notre secteur. Donc on sait que pour pouvoir atteindre ces objectifs, il fallait qu'on puisse créer des temps de rencontre. Des temps de rencontre où les professionnels allaient pouvoir se rencontrer, discuter, échanger ensemble pour pouvoir favoriser l'investissement de chacun et les co-constructions autour de situations. Et donc, pour favoriser ces rencontres régulières, nous avons mis en place différentes actions. La première, ça a été la carte ressources santé. Donc la carte ressources santé, c'était une grande carte sur laquelle était identifié l'ensemble des structures publiques qui pouvaient intervenir à un moment donné dans la prise en charge et l'accompagnement du mal-être des jeunes. Donc c'est une grande carte qui a été diffusée à l'ensemble des professionnels. Les retours des professionnels nous ont amenés à faire une nouvelle version de cette carte qui a donné naissance au GPS santé, donc qui est un format poche et qui permettait à la fois aux professionnels de savoir sur ce grand territoire qui était où géographiquement, physiquement, mais également de pouvoir remettre ce format poche aux jeunes lors des accompagnements, lorsqu'ils devaient l'adresser au point accueil écoute jeunes, au centre de planification ou sur d'autres structures du territoire. Donc ça a été une première action, mais on s'est rendu compte que savoir où étaient les structures n'était pas suffisant. Il était nécessaire d'aller encore un peu plus loin pour permettre ces collaborations et renforcer ce partenariat. C'est pourquoi on a mis en place des micro-portes ouvertes dans un premier temps, qui se sont ensuite transformés en petits déjeuners professionnels. Donc les petits déjeuners professionnels, ce qu'ils permettent, c'est à un moment donné de visiter et découvrir une structure du territoire.
d'aller dans la structure, de découvrir ces locaux, de parler avec les professionnels qui travaillent dans cette structure, de leur poser des questions, de leur poser toutes les questions. Donc ça, c'est le premier objectif que visent les petits déjeuners professionnels. Mais en fait, on s'est rendu compte que dans ces temps-là, les professionnels avaient l'habitude d'aller vers les professionnels qu'ils connaissaient déjà. Donc il était nécessaire de créer d'autres choses pour favoriser ces rencontres. C'est pour ça que dans les petits déjeuners professionnels, nous avons mis un deuxième temps. C'est un temps d'échange entre les professionnels autour d'un sujet qui peut être les avantages et les limites du partenariat, l'orientation, comment est-ce qu'on la prépare et comment on la travaille, ou la présentation du sociogénogramme. Peu importe le thème, ce n'est qu'un prétexte. L'idée, c'est de pouvoir permettre des échanges entre les professionnels et d'échanger avec des professionnels que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît peu. Donc ça a été notre deuxième action. Et enfin, une action qui avait été mise en œuvre et qui est réactivée et qui va encore davantage, qui renforce un peu plus nos objectifs, c'est le CREA, la cellule de concertation, la cellule de ressources, d'échange et d'accompagnement. Donc, cette action, ce qu'elle vise, c'est à apporter un soutien individualisé. Un professionnel qui se trouve face à une situation complexe peut venir présenter sa situation à un groupe d'analyse interprofessionnelle composé de professionnels ressources du territoire. L'idée, c'est vraiment de pouvoir croiser les regards, de pouvoir réfléchir ensemble et de pouvoir se connaître davantage. Donc ça ressemble un peu au dispositif d'Iris, mais ça va aussi dans le sens dans l'objectif de mieux se connaître et de mieux collaborer. Donc voilà pour cette présentation. Merci beaucoup. Donc un réseau, c'est aussi là pour créer des dispositifs répondant aux besoins de territoire. Chacun en a mis en place. On a proposé que ce soit Tania Sierra, psychologue au lieu Écoute Jeune, qui nous présente ce qui s'est mis en place sur Poissy. Pardon. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter la manière dont le lieu Écoute Jeune de Poissy a été créé dans le cadre du réseau adolescent, grâce à la volonté et au regroupement de professionnels travaillant auprès des jeunes. Le nombre croissant de jeunes en situation de mal-être et qui échappaient au dispositif de droit commun. Une problématique soulevée par plusieurs partenaires qui constataient que pour des raisons multiples, les jeunes ne trouvaient pas d'espace de parole propice où ils pouvaient mettre en mots leurs questionnements et leurs difficultés. Parallèlement, un diagnostic santé réalisé en 2010 dans le cadre de l'atelier Santé-Ville a confirmé cet état de fait et a rendu compte des problématiques liées à la santé mentale des jeunes publics. Donc, parmi ces problématiques, il y avait les souffrances psychiques, le mal-être, les conflits intrafamiliaux, des conduites addictives et le décrochage scolaire. C'est dans ce contexte que le réseau adolescent de Poissy a constitué un groupe de travail en 2011. Celui-ci a pointé les manques de réponse pour les publics en situation de souffrance et accueilli notamment par le Bureau Information Jeunesse et la mission locale de Poissy. Ce sont des jeunes qui n'adhéraient pas aux propositions d'aller consulter au CMPI ou au CCP, sans doute par crainte des services psychiatriques ou par déni de leurs difficultés, ou tout simplement parce que celles-ci étaient passagères et ne relevaient pas forcément du domaine du soin. Donc cette dynamique partenariale a confirmé l'intérêt et la nécessité de créer un espace d'écoute pour les jeunes dans un lieu non médicalisé, hors des murs de l'hôpital, et donc de préférence un lieu préalablement identifié par les jeunes. Ainsi, les modalités du dispositif et les moyens à mobiliser pour la création du lieu Écoute Jeune ont ensuite pu être définis par le groupe de travail et avalisés par l'ensemble du réseau adolescent. Donc, ce groupe de travail était composé des institutions et des dispositifs suivants: la mission locale, le secteur d'action sociale Val-de-Seine et Oise, la réussite éducative, l'atelier Santé-Ville, le service jeunesse, le centre médico-psychologique infanto-juvénile et la maison des parents. Donc fin 2012, une permanence a vu le jour au sein du service jeunesse à l'adresse des jeunes âgés de 12 à 30 ans. Pour être plus précise, au départ, nous avions conçu le dispositif pour les jeunes âgés de 17 à 30 ans pour répondre à la demande du BIJ et de la mission locale, mais aussi afin d'assurer un espace permettant une continuité
à ce moment de passage entre l'adolescence et l'âge adulte, continuité qui n'était pas toujours possible dans les prises en charge proposées par les structures de droit commun, qui elles sont souvent contraintes par l'âge légal de la majorité. Mais très vite, le lieu Écoute Jeune a reçu des demandes de la part des infirmières scolaires et des assistantes sociales des collèges, ainsi que de la réussite éducative pour accompagner des jeunes âgés de moins de 17 ans. Nous avons donc élargi le dispositif aux plus jeunes. Donc le lieu Écoute Jeune accueille des jeunes âgés de 12 à 30 ans. Ils peuvent venir seuls accompagnés d'un ami, d'un membre de la famille ou bien d'un professionnel qui les suit par ailleurs. Le lieu Écoute Jeune offre une écoute et un soutien confidentiel et gratuit. Sont accueillis également les parents d'adolescents, accueillis lorsqu'ils se posent des questions sur leur enfant ou lorsqu'ils connaissent des difficultés relationnelles avec eux. Les permanences sont maintenant lieu de nouveau à la source, donc l'espace jeunesse, tous les mercredis et de préférence sur rendez-vous. Le lieu Écoute Jeune ne propose pas une prise en charge au long terme. L'idée est plutôt de permettre un accès simple et rapide à une psychologue pour résoudre des difficultés ponctuelles, pour bénéficier d'un soutien individuel afin de dénouer certaines problématiques actuelles, et si ça s'avère nécessaire, proposer des orientations vers des structures aux prises en charge plus spécifiques ou au plus long cours. Voilà, les objectifs sont donc de repérer et prendre en charge la souffrance psychosociale et le mal-être des jeunes, de permettre une écoute et un soutien psychologique rapide autour de situations ne relevant pas nécessairement d'une prise en charge médicale, s'inscrire dans un réseau de proximité en lien avec le jeune et favoriser l'accès à la santé, au suivi, à l'accompagnement en lien avec l'entourage. Donc l'intérêt d'un tel dispositif est sa rapidité d'accès grâce aux permanences hebdomadaires. Il a l'intérêt aussi d'avoir des rendez-vous dans un lieu neutre, la souplesse du dispositif en termes de lieu, d'horaire, de nombre de rendez-vous. Et cette souplesse permet ce que j'appellerais une fonction de médiation. C'est-à-dire qu'en tant qu'espace transitionnel, le lieu Écoute Jeune peut favoriser les liens entre les jeunes, sa famille et les partenaires susceptibles de l'accompagner ou qui l'accompagnent déjà. Donc pour moi, ce qui est très important pour le lieu Écoute Jeune, c'est qu'il peut aussi faire le lien entre les différentes personnes concernées. Par exemple, quand il y a des malentendus qui apparaissent. Je vous prends un exemple, par exemple, des malentendus qui se créent entre la famille et la CPE de l'école, ou par exemple d'une maman en grande précarité et son assistante sociale. La place de tiers permet souvent de réinstaurer un dialogue et de favoriser l'inscription du jeune, mais aussi de ses parents, dans d'autres dispositifs qui vont le soutenir dans son parcours. Donc vous allez voir les partenaires qui sont engagés dans le réseau adolescent. Je ne vais pas tous vous les citer, mais il y a les établissements scolaires de la ville de Poissy, les maisons de quartier, les services de la ville, et d'autres partenaires tels que le Centre communal d'action sociale, la mission locale, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'UNAFAM, le planning familial, le secteur d'action sociale et le service de pédiatrie de l'hôpital de Poissy. Voilà, en conclusion, le lieu Écoute Jeune constitue l'un des nombreux exemples de projets qui peuvent voir le jour grâce à la mise en commun des compétences, des connaissances de terrain et une volonté d'agir des professionnels impliqués. Les réseaux de professionnels tels le réseau adolescent permettent aux professionnels d'une part de mieux se connaître, d'appréhender les spécificités de chaque dispositif et de penser ensemble les projets au plus près des besoins du public. Il permet également de proposer des orientations pertinentes aux familles que nous suivons. Ces initiatives, en assurant un meilleur maillage du territoire, sont à même de soutenir les jeunes et leurs familles au cours de ce passage délicat de l'enfance à l'âge adulte et d'accompagner les jeunes les plus fragilisés pour qu'ils puissent s'inscrire ou se réinscrire dans le tissu social. Merci à vous. Merci. Je ferai juste une petite remarque parce que tu as bien présenté ce que ça apportait.
Et on doit se préoccuper du fait que les lieux écoute jeunes ferment parce que c'est quelque chose qui est très bénéfique aux jeunes et on n'a pas autre chose que ça, d'équivalent. Voilà. Donc j'en rajoute une petite couche. Comment monter un réseau ? Donc Katia Bernard-Tomasi va raconter la création du réseau Saint-Germain-en-Laye qui est tout neuf. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de représentant autre que la MDA pour ce réseau. Et donc je lui laisse la parole. Oui, alors le réseau adolescent de Saint-Germain a été créé en avril. Une conférence débat a eu lieu à la mairie de Saint-Germain-en-Laye, organisée par le maire, Monsieur Philippe Pivert, maire adjoint, et Madame Antoinette Pigot, la responsable de la prévention et gestion des risques, et l'équipe de la Maison des adolescents, pour donc construire un réseau de professionnels pour les adolescents et jeunes adultes du bassin de Saint-Germain-en-Laye. Donc, ensuite, nous avons fait la première réunion au centre administratif de Saint-Germain, où là, les professionnels se sont présentés, ont présenté leur structure en vue de réaliser des fiches descriptives de chacun des dispositifs existants sur ce bassin. Du coup, on a fait une fiche descriptive où chacun met ses coordonnées, les professionnels, référents, et en vue de faire un livret qui soit accessible à l'ensemble des professionnels pour mieux se connaître. Du coup, on ne sait pas trop si on doit le mettre sur le site internet ou créer une liste particulière pour les membres du réseau. Au cours de cette première réunion, les attentes répertoriées sont les suivantes. Connaître les professionnels de Saint-Germain pour améliorer et faciliter les orientations des jeunes. Aide au repérage de jeunes en difficulté et visibilité des ressources du territoire. Quel accompagnement, quel soutien des parents. Organisation du passage les structures prenant en charge des adolescents pour visualiser celles-ci, en avoir une présentation et échanger entre professionnels sur une thématique choisie par l'équipe de la structure accueillante qui animera la présentation et la discussion, sur le modèle du Mantois également. Le premier petit déjeuner pro a eu lieu le 16 juillet au sein de l'unité de médecine de l'adolescent au centre hospitalier de Poissy sur le thème « La médecine de l'adolescent ». Ce petit déjeuner pro a été organisé par Fabienne Lesage, psychologue clinicienne, et le docteur Renaud de Tournemire, pédiatre, responsable de l'unité. Du coup, nous avons eu un retour très positif sur le premier petit déjeuner pro avec une envie de continuer. Et la prochaine fois, cela se passera au XAPA. Nous allons être reçus par le XAPA de Saint-Germain-en-Laye. Et bien sûr, il y a la structuration du réseau ado de Saint-Germain. On voudrait savoir qui constitue le réseau, si on le fait de façon membre fixe, en comité assez restreint, ou en réseau ouvert. A priori, on resterait sur des membres fixes. Et il faut qu'on définisse un référent du réseau. Voilà. Et la prochaine réunion aura lieu en décembre. Merci. Donc là, on voit bien que finalement, les réseaux qui existent déjà inspirent les prochains. Et on s'enrichit aussi d'un réseau plus large de professionnels entre les différents réseaux. Donc c'est assez intéressant à voir. Et d'ailleurs, justement, la MDA et Vinsud nous fait le plaisir de venir pour nous présenter leur expérience sur leur territoire. Merci, je voudrais vraiment remercier la MDA Nord. Alors, nous sommes un peu plus vieux que la MDA Yvelines Nord.
Donc simplement, je vais aborder très rapidement un tout petit aspect. Donc travailler en réseau, c'est aussi assurer une coordination des échanges partenariaux autour de la situation singulière d'un adolescent. Donc nous nous définissons comme un lieu ressource pour les adolescents et jeunes adultes de 12 à 25 ans, leurs familles et les professionnels qui les entourent. Très rapidement, donc nous avons une équipe composée d'une psychologue clinicienne et coordinatrice du réseau partenarial, Madame Beaune, actuellement remplacée par Madame Joulier, le docteur Di Giacomo, psychiatre et responsable médical à ma droite. Je suis moi-même le docteur Lida Pulic, chef projet. Nous avons un médecin généraliste, le docteur Martin Bonneville, qui assure les liens ville-hôpital. Enfin, Madame Salès, infirmière à la Maison des Adolescents, également présente aujourd'hui. Ceci représente 2,6 équivalents temps plein au total. Voilà. Donc nous sommes aussi un petit dispositif. Alors, nous sommes portés par un réseau de santé comme l'est la Maison Nord. Il s'agit du réseau de promotion de la santé mentale Sud-Yvelines. C'est un groupement de coopération sanitaire au niveau du statut qui mutualise les moyens en santé mentale de 4 hôpitaux publics, l'hôpital de Versailles, celui de Plaisir, celui de Rambouillet, celui de Plaisir-Grignon, 2 établissements de santé privés, l'Institut Marcel Rivière de la Verrière, qui est un établissement MGEN, la clinique d'Yvelines de Vieille-Église. Enfin, des professionnels libéraux, médecins généralistes, psychologues et psychiatres libéraux. En 2 mots également, l'histoire du montage de notre structure. Donc en 2009-2010, nous avons commencé, comme le fait la Maison Nord, un état des lieux et une étude des parcours de soins sur le territoire des Yvelines Sud pour les adolescents. Nous avons constaté qu'en fait, il existait pas mal de structures dédiées aux jeunes, mais qu'il y avait un énorme problème de lisibilité. Cette question a été évoquée plusieurs fois déjà ce matin. Et des difficultés de coordination et d'interface entre les structures. Nous avons donc décidé de configurer la Maison des Adolescents en seconde ligne, en complément d'une première ligne qui est assurée par beaucoup de dispositifs existants. Alors je cite le réseau des points accueil écoute jeunes et lieux écoute jeunes du Sud-Yvelines, les services de promotion de la santé scolaire qui sont bien sûr en première ligne auprès des jeunes, et les structures plus socio-éducatives comme les BIGE, comme les missions locales et d'autres encore. Nous avons donc mis en place une seconde ligne qui permet de coordonner et d'essayer d'améliorer les parcours de santé et de vie des adolescents et de leurs familles en proposant ce que je vais vous montrer ensuite, c'est-à-dire d'évaluer et d'orienter les situations pour lesquelles nous sommes sollicités. Alors, nous sommes sollicités, nous avons un téléphone portable, nous avons un mail et nous sommes sollicités par des partenaires très diversifiés et maintenant beaucoup aussi par les familles qui nous ont trouvés et qui nous contactent directement. Puisqu'au départ, étant configurés en seconde ligne, on pensait que ce serait exclusivement les partenaires qui nous contacteraient. Donc chaque demande qui nous est adressée est analysée. Nous avons des réunions hebdomadaires qui sont des réunions d'études de toutes les nouvelles demandes. La première question que nous nous posons, c'est: existe-t-il un réseau déjà en place autour de l'adolescent et de sa famille ? Et nous allons faire des mises en lien systématiques avec tous les professionnels et partenaires impliqués dans la situation du jeune pour lequel nous sommes sollicités. La réponse apportée va découler directement
justement de cette configuration partenariale ou de ce maillage qui existe déjà autour du jeune et de sa famille. Donc 3 types de réponses possibles. Ou bien nous pouvons directement adresser le jeune sans le recevoir sur site. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que nous avions deux antennes sur le territoire, une antenne à Trappes et une antenne à Versailles. Donc, première réponse possible, nous adressons directement le jeune et sa famille vers une structure qui est adaptée aux difficultés rencontrées. Deuxième type de réponse, sur rendez-vous, nous recevons le jeune et sa famille et nous allons ensuite réfléchir avec eux et avec nos partenaires à la stratégie ou la solution qui est la mieux adaptée à la situation rencontrée. Troisième type de réponse possible, nous allons proposer une réunion de concertation pluriprofessionnelle d'élaboration de la réponse pour un adolescent. Bon, c'est une formule un peu compliquée, mais c'est celle qu'on utilise pour notre rapport d'activité et les tutelles. Donc, on dit aussi intervision, plus simplement. C'est-à-dire que nous n'allons pas recevoir directement le jeune et sa famille, mais nous allons réfléchir avec les nombreux partenaires qui sont déjà impliqués. Ce sont souvent, ce mode de réponse est adapté aux situations dites complexes ou problématiques. C'est-à-dire lorsque il y a beaucoup de problèmes intriqués qui impliquent beaucoup de champs disciplinaires différents et la nécessité d'une coordination compliquée, difficile à mettre en place. Alors, donc, un petit mot sur ces interventions. Je n'aurai pas le temps. On voulait vous présenter une situation clinique, mais ce serait un peu trop long. Mais pour vous donner les principes de ce travail, donc, nous nous réunissons avec les professionnels qui interviennent auprès du jeune et de la famille. Jamais dans l'urgence, toujours dans les locaux de la maison des adolescents pour essayer d'être dans un espace un peu tiers ou un peu neutre par rapport aux antécédents de la situation. Nous limitons le temps de réunion à 1h30 de manière à cadrer un petit peu le temps de débat et d'échange, parce qu'il y a des situations qui nous entraîneraient dans des réunions sans fin. Les objectifs de ces réunions, toujours évidemment re-raconter l'histoire du jeune et de sa famille, parce que souvent on s'aperçoit que les institutions sont oublieuses, sont sans mémoire, donc il est très important de reproposer une narration et de re-raconter l'histoire. D'analyser bien sûr le parcours du jeune au sein des institutions, puisqu'il s'agit souvent de jeunes qui ont eu affaire déjà à de multiples lieux institutionnels. Essayer de relancer autant que possible une dynamique de pensée autour de la situation et des initiatives coordonnées. C'est-à-dire que dans le compte-rendu d'intervision qui va être fait, nous allons vraiment donner les différentes actions envisagées. Quel partenaire va agir, pourquoi, comment, et nous reprendrons ensuite avec les différents partenaires, quelque temps après, la situation pour voir si chaque point a été réalisé ou sinon quels sont les obstacles à les réaliser. Alors je vais conclure. Nous pourrions dire que le réseau, c'est comme un contenant autour du jeune, un contenant malléable dont les mailles peuvent soit se serrer lorsque c'est nécessaire, soit se réouvrir en s'adaptant aux besoins de l'adolescent et de sa famille. C'est une image qu'on aime bien utiliser. Être à plusieurs, ça permet vraiment d'adapter les réponses aux mouvements qui rythment l'adolescence, c'est-à-dire les mouvements d'autonomisation, les mouvements de régression, parfois la nécessité pour l'adolescent d'agir, parfois la nécessité pour lui de se mettre en retrait. Donc il y a des tempos dans le temps de l'adolescence et également pour les adolescents qui sont en difficulté.
Alors, un tout petit exemple de cette adaptation, c'est par exemple maintenir les liens avec une infirmière scolaire pour un jeune. Ça peut permettre de temporiser la mise en place d'un suivi psychiatrique qui sera nécessaire pour un adolescent qui n'y est pas encore prêt, hein, et ça peut permettre ensuite d'intervenir au moment voulu, hein, c'est-à-dire au moment où ce suivi ne sera pas mis en échec, hein, et ne sera pas un écueil de plus dans le parcours de vie de ce jeune. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour ces interventions très intéressantes. On voit bien la maturité du réseau Yvelines Sud et je remercie Madame Pulic pour cette présentation. J'aimerais bien savoir, la maison des ados telle que vous l'avez organisée, est-ce que vous avez analysé pourquoi les jeunes et les ados viennent taper à votre porte alors que normalement, il y a des CMP qui sont là. Est-ce que ça signifie que le travail de secteur ne se fait pas comme il faut? Est-ce qu'il y a des failles? Et est-ce que vous avez évalué le nombre de personnes? Est-ce qu'il y a un bilan chiffré pour cette question? On n'est pas du tout à la place du travail de secteur qui se fait, hein. D'abord, on n'est pas une structure exclusivement dédiée aux sanitaires, hein, ce qui nous différencie franchement des centres médico-psychologiques. Ensuite, on ne fait pas de suivi long terme, hein, on fait vraiment que de l'évaluation, hein, et on accueille toute difficulté de l'adolescent et d'une famille. Ça peut être un problème juridique, ça peut être un problème familial ou de parentalité, ça peut être une question qui ne concerne pas, hein, le secteur psychiatrique à proprement parler. Donc, alors, quand vous posez la question des chiffres, par exemple, sur le nombre de situations que nous avons vues en 2014, de mémoire, qui sont autour de, je pense qu'il y a eu à peu près 300 situations analysées, eh bien, 30% ont été réadressés vers les structures sanitaires psychiatriques. Ce qui veut dire quand même qu'une majorité de situations est réadressée vers d'autres structures. Alors, je pense qu'on peut dire que les 30% qui sont réadressés vers le sanitaire psychiatrique, eh bien, ce sont des jeunes qui n'avaient pas encore eu un accès aux soins, hein, et qu'on a facilité au fond, hein, cet accès aux soins. C'est vrai que les structures sanitaires psychiatriques de secteur sont peu lisibles, hein, c'est très compliqué la sectorisation psychiatrique notamment. Donc ça permet ça, hein. Et les 70% autres qui ont été adressés vers des structures différentes, eh bien, ce sont des situations qui ne relèvent pas d'un parcours psychiatrique à proprement parler. Donc je pense qu'on peut au contraire s'articuler au travail de secteur, c'est-à-dire que on peut désaturer, hein, sur un territoire les centres médico-psychologiques qui sont complètement débordés de demandes, hein, et contribuer justement à fluidifier, hein, les parcours de soins. Voilà ce que je peux à peu près vous répondre. Bonjour, c'est bien pour ça que nous, sur Yvelines Nord, ce qu'on attend vraiment, c'est cette évaluation, de savoir si on oriente, en effet, au niveau du CMPI, pour avoir un regard. Parce que comme vous disiez, mais j'imagine bien quand vous orientez au niveau d'un secteur de psychiatrie infanto-juvénile, la prise en charge, elle est très rapide. Pas compris la fin de votre question. La prise en charge, elle est beaucoup plus rapide que si ça vient de nous, sur le terrain, où on oriente. Parce que vous aurez déjà fait cette évaluation, cette pré-évaluation, où c'est absolument nécessaire qu'il soit vu. Oui. Non, il n'y a pas de possibilité d'avoir une attente plus réduite si c'est nous qui faisons une demande.
parce qu'on va en tout cas passer par l'éventuelle attente qui est prévue dans un CMP ou un autre, mais c'est plutôt pour vraiment essayer de faire au mieux cette orientation. Nous, on peut par exemple écrire un courrier pour transmettre des éléments cliniques si les familles ou les adolescents sont d'accord. Ça peut permettre aussi éventuellement d'aider les adolescents et les familles à attendre les rendez-vous au CMP. C'est-à-dire qu'ils savent que dans l'attente du CMP, nous, on est quand même là, on peut les revoir, on peut répondre au téléphone, on peut... Bonjour, Marie-Laure Houdaille, je suis avocat. Je voulais savoir si on pouvait envisager le recours donc, à votre structure en proposition, par exemple, au juge des enfants pour un maintien dans la famille, mais avec une obligation de prendre contact, par exemple, avec la maison des ados, pour justement une évaluation, une orientation qui soit différente de celle des services habituels, notamment dans les situations que les juges appellent celles des incasables, où il y a des complexités comme ça entre le sanitaire, psy, addiction, troubles de comportement, et en gros, où nous, les aides qui existent, souvent se renvoient la balle parce que trop complexe. On ne peut pas être saisi par le juge des enfants. Hein. Mais par contre, dans les situations complexes, on peut tout à fait, effectivement, réunir les partenaires. C'est un peu ce qu'on vous a présenté, le travail d'intervision qu'on fait. C'est ça que vous demandez ? Oui, ça me paraît... en tout cas, ce que vous nous présentez comme intervision et en effet de mise en relation et de coordination entre différents partenaires ou intervenants autour de la famille... me paraît pouvoir trouver écho même chez le juge des enfants. Pas mandaté, ça j'avais bien compris, directement par le juge des enfants, mais plus en effet quelque chose d'adressé, un conseil donné à la famille qui leur permettrait par exemple soit de garder leur enfant plutôt que d'envisager une solution plus de placement en HP. Est-ce que les réseaux existent? Est-ce qu'ils sont en cours de constitution? Je pense qu'il y a moins de réseaux très structurés comme les expériences qui ont été rapportées pour le Nord. Il y a un réseau de santé informel qui existe sur le sud, sur Rambouillet et communes avoisinantes. Il y a un réseau sur la ville Nouvelle-Saint-Quentin, là encore qui n'est pas un réseau formalisé, mais avec vraiment... la communauté d'agglomération de Saint-Quentin qui a mis en place un institut pour la promotion de la santé qui rassemble et qui héberge d'ailleurs les différents partenaires impliqués autour de l'adolescent. Et actuellement, ce qui se passe, c'est que beaucoup de conseils locaux de santé mentale se mettent en place à l'initiative des communes et d'autres partenaires. Et je pense que ça va permettre effectivement de fédérer davantage des réseaux de proximité.